On se connaît très bien, toi et moi. On en a parcouru du chemin. Nous avons accompli de nombreux exploits, affronté des dangers, gravi des sommets, porté notre nom par-delà les nuages, destinés à concourir, mais surtout destinés à continuer. Alors je suis Bruno Marlin, j'ai 57 ans, je fais de la moto depuis l'âge de 16 ans et j'ai commencé la compétition à 24 ans. Dès que j'ai commencé à faire de la moto, je faisais beaucoup de tourisme et j'allais régulièrement voir des compétitions, style Grand Prix de France, Bol d'Or, 24 heures du Mans, etc. et beaucoup de courses de côte. Et je me suis pris d'amitié avec plusieurs pilotes et ça m'a incité à venir les rejoindre sur la piste. Quand j'étais jeune, comme tout le monde, on n'avait pas internet à l'époque, donc on achetait des revues de moto. Et bien sûr, il y avait des reportages sur les compétitions et j'ai toujours été attiré par ça. Je mettais des posters dans ma chambre. Pas vraiment de pilote préféré, mais tous les pilotes des années 70, Jean Agostini, Phil Reed, Barry Sheene, tous les pilotes français bien sûr, Patrick Ponce, Dominique Sarron. C'était tous des pilotes dont on était fan à l'époque quand on était jeune et on voulait être. C'était nos exemples en fait. J'ai fait une course de côte en 1981 avec une 400 Kawasaki à l'époque. Et c'était vraiment pour essayer parce que j'étais vraiment pas sûr de moi. Et d'ailleurs c'était un peu une catastrophe. J'étais très mal préparé aussi bien mécaniquement qu'en tant que pilote, donc c'était une catastrophe. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir et pendant tout l'hiver de 80-82, et là j'ai décidé de me lancer vraiment correctement. Donc j'ai décidé de faire à l'époque ce qu'on appelait la Coupe de France Promosport 350 avec une 350 Yamaha RDLC. C'était une moto 2 temps assez fantastique, une vraie petite moto de course. Et c'est ça qui m'a vraiment fait démarrer dans la compétition. Alors un trophée, il a fallu attendre pas mal d'années parce que j'avoue franchement que j'ai jamais été un grand pilote de circuit. C'est comme ça, mais par contre j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment eu des premiers bons résultats à partir du moment où j'ai fait du sidecar en rallye. C'est vraiment, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui me plaisait et où j'étais vraiment fort. Et j'ai eu mon premier trophée, je crois, de mémoire en 2000. J'ai dû faire mon premier podium en 2000. J'ai démarré vraiment la compétition en 1982, puisque je ne parle pas de la course de côte que j'ai fait en 81, c'était plutôt une anecdote. Donc j'ai commencé par le circuit directement en Coupe de France Promosport. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite en 84, j'ai fait de l'endurance, championnat de France d'endurance, avec une 750 Kawasaki. Et puis après je suis revenu en course de côte parce que le circuit commençait déjà à coûter très cher et c'était difficile de trouver des partenaires. Donc je me suis rabattu sur la course de côte. Donc j'ai fait de la course de côte pendant une dizaine d'années, un peu dans toutes les catégories, j'ai un peu tout essayé. J'ai même fait du sidecar pendant 3 ans avec ma femme à l'époque. Et on a eu un grave accident en 88 qui nous a fait arrêter pendant quelques temps parce que physiquement on a été pas mal touché. Donc on ne pouvait plus courir. Et donc en 97, je suis allé en spectateur voir un rallye du championnat de France. À l'époque on faisait déjà du sidecar de tourisme avec ma femme. Et puis on a découvert cette formule qu'on ne connaissait pas du tout et on a eu envie d'essayer. Donc voilà, donc en 98 on a équipé notre sidecar pour faire du rallye et on a démarré comme ça. Et là on a vraiment trouvé notre voie, ça nous a plu énormément et on
On a investi dans du matériel plus performant au cours de l'année 98-99. Et on a commencé à bien apprendre ce nouveau sport parce que c'est vraiment un sport à part, c'est une conduite complètement différente d'un sidecar de vitesse. Et donc à partir de 2001, on a commencé vraiment à faire de très très bons résultats puisqu'en 2002 on a été champion de France, à nouveau en 2004 champion de France, en 2007 on a gagné le Moto Tour et dernièrement en 2014 on a été à nouveau champion de France. Donc c'est quand même des bons résultats sur à peu près 15 ans de rallye, 15-16 ans de rallye, donc c'est quand même assez plaisant. Ça prend une grosse part de ma vie, ce qui est normal parce que c'est ma passion première, mais c'est pas gênant, quand on a une passion, on se met à fond dedans et voilà. Donc ça me prend du temps pour chercher les sponsors, ça me prend du temps pour préparer le matériel, ça me prend du temps pour faire les compétitions tout simplement. Mais c'est mon hobby, c'est ma passion, c'est mon plaisir, voilà. J'ai créé l'association Team Les Marluches fin 2000. Je me suis aperçu que pour trouver des partenaires, il fallait être un petit peu plus pro, entre parenthèses, tout en étant amateur. Il a fallu donc créer une association qu'on a appelée tout bêtement Team Les Marluches, parce que c'est un surnom que des pilotes nous avaient donné. Que notre nom de famille c'est Marlin, ça a dérivé en Marluche, tout simplement, c'est un petit peu un nom étrange mais c'est comme ça. Bon, le gros avantage c'est que c'est un nom qui n'existe pas, donc pour internet c'est pratique, dès qu'on cherche les Marluches on tombe sur nous, donc c'est quand même un point positif. Alors un sidecar c'est un engin un petit peu atypique, c'est une moto à la base, mais équipé de roues de voiture, de freins de voiture également pour le nôtre. Et à côté, on adjoint un châssis tubulaire avec ce qu'on appelle une caisse qui sert de carrosserie pour pouvoir normalement transporter des gens. Le sidecar à la base c'est pour faire du tourisme. Mais nous, en rallye, on dérive un peu, on transforme un petit peu notre caisse pour l'adapter aux compétitions. En fait, je me suis mis à faire du sidecar parce que c'est un engin un petit peu atypique, qui n'est pas commun. Il y a beaucoup de gens qui font de la moto, il y a beaucoup de gens qui font de la voiture. Le sidecar, c'est vraiment particulier. Et avec un sidecar, on arrive à retrouver des sensations de la moto et des sensations de la voiture. Donc on a l'air libre comme avec une moto, donc on subit les accélérations, les freinages. Par contre, on arrive à faire des sensations qu'on ressent en voiture de rallye, de la glisse par exemple, ce qui est difficile avec une moto. Et l'autre point très important, c'est que c'est un sport que l'on pratique à deux. Et ça, c'est très rare. Le sidecar, c'est le seul sport mécanique où l'on conduit à deux. Alors la popularité est tout simplement par le fait que c'est spectaculaire à voir passer. En rallye, les spectateurs, souvent, ils attendent le passage des sidecars parce qu'on est beaucoup plus spectaculaire qu'une moto. Bien qu'une moto bien pilotée, ça soit aussi très spectaculaire. Mais un sidecar, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à faire de la glisse, on arrive à faire des freinages très tardifs, des accélérations très fortes en courbe. Et ça plaît aux spectateurs. Et puis il y a aussi le rôle de l'équipier. C'est quand même très spectaculaire de voir l'équipier qui est complètement en dehors de la caisse du sidecar, la tête au ras du sol, c'est vraiment très spectaculaire. Alors au départ j'ai acheté une moto qui était un petit peu accidentée, pour une question de coût tout simplement, sachant qu'il y avait beaucoup de pièces qui ne servaient plus à rien, les pièces de la moto je parle, train avant, train arrière, etc. Et cette moto je l'ai amenée à mon constructeur, donc Albert Chouin, Choda Sidecar. Et lui, il s'est occupé de l'adaptation, c'est-à-dire il a fait tout le reste, le châssis, l'adaptation des roues, des freins, etc. Le sidecar va vite. Ce qui compte, c'est qu'il aille très vite, suivant l'environnement, suivant la route, suivant les virages. La vitesse maximale, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors le rôle de l'équipier ou de l'équipière, c'est de participer au pilotage. On va dire qu'on est à peu près à 50% chacun dans le rôle du pilotage. L'équipier doit balancer son corps à gauche dans les virages à gauche et à droite dans les virages à droite pour éviter que le sidecar ne se soulève. C'est pour qu'on puisse virer toujours à plat. Et en plus, le fait de déplacer son corps, ça déplace le centre de gravité et ça aide le sidecar à tourner. Ça joue aussi un rôle important dans les freinages, en chargeant la partie arrière du sidecar pour éviter que le sidecar se soulève, et aussi dans les accélérations pour donner de l'adhérence sur la roue arrière. Donc le rôle de l'équipier est vraiment un point très très important dans le pilotage du sidecar. Si l'équipier ne fait pas correctement son travail, on ne peut pas aller vite, c'est pas possible. Et inversement,
Si moi je fais pas mon travail, on ne pourra pas aller vite non plus. C'est très compliqué de trouver un bon équipier. Pour plein de raisons. Déjà, moi personnellement, j'ai besoin d'avoir une très bonne relation humaine. C'est très très important. Il faut qu'il y ait une osmose parfaite entre les deux personnes. Parce qu'on a besoin d'une confiance aussi totale. Puisque chacun dépend l'un de l'autre au niveau de la conduite. Donc s'il y en a un qui fait une bêtise, ça peut engendrer quelque chose de grave. Un accident, une sortie de route, etc. Donc déjà cette confiance humaine elle est hyper importante. Ce qui est très important dans l'équipier ou l'équipière, c'est son déplacement dans le sidecar. Je dis toujours qu'il faut qu'il se déplace comme un chat. C'est-à-dire il ne faut pas que je ressente dans le guidon le déplacement. Et ça c'est vraiment un point aussi crucial. Si on commence à ressentir des à-coups dans le guidon, ça joue dans le pilotage et donc mauvaise trajectoire, mauvais freinage, mauvaise accélération. Donc les deux gros points, c'est la partie humaine pour l'osmose et la partie déplacement. Après le poids, la grandeur, tout ça, on va dire que c'est accessoire, c'est pas trop gênant. Il n'y a pas vraiment de critères. Voilà. Alors en fait j'en ai eu plein d'équipiers, j'ai même eu beaucoup d'équipières. De toute ma carrière j'en ai eu une dizaine. Alors l'association Team Les Marluches est une toute petite association, on a vraiment des budgets très minimes. On vit principalement de sponsoring et d'apport personnel. Aussi bien moi en tant que pilote ou mes équipiers. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour arriver à faire des saisons de compétition correctes. Mais malheureusement c'est de plus en plus dur de trouver des partenaires. C'est de plus en plus difficile et il faut être de plus en plus pro au niveau communication. Plus la recherche de partenaires. J'aime mieux dire partenaire, j'aime pas trop le mot sponsor. Parce que c'est vraiment un partenariat entre ces gens-là et nous. Pour trouver des sponsors, j'envoie des dossiers, aussi bien par courrier que par mail. Beaucoup de dossiers pour avoir quelques réponses positives. Ces quelques réponses positives, on se contacte après soit par téléphone, soit de visu tout simplement, si c'est des gens qui sont proches. On discute ensemble, on présente un peu mieux nos projets. Eux nous proposent soit des aides financières, soit des aides techniques, soit des aides matérielles. On essaie de trouver un accord de partenariat, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot partenaire et non pas sponsor. Nous on leur propose de porter leurs couleurs, c'est bien sur Sidecar que sur tous nos supports multimédia, style site internet, page Facebook. Et eux nous aident. Alors la course la plus importante que j'ai fait de toute ma carrière, c'est vraiment le Pikes Peak. C'est une course mythique, qui est unique au monde, qui est très particulière pour plein de raisons. Et j'ai eu la chance de pouvoir la faire en 2008. On a été les premiers Français sidecaristes à y aller. Ça a été une véritable aventure à préparer. On a mis 1 an pour préparer cette course. Et on y retourne en 2013. Et bien sûr, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner à nouveau. Le Pikes Peak est avant tout une montagne située à Colorado Springs dans l'État du Colorado aux États-Unis. En 1915, à la demande de Spencer Penrose, fut aménagée une route jusqu'au sommet. 1 an plus tard, la première course du Pikes Peak aura lieu les 10, 11 et 12 août 1916, toujours à l'initiative de Spencer Penrose qui est alors propriétaire d'un hôtel en bas de la montagne. Le tout premier vainqueur de cette course s'appelle Ray Allens. La course du Pikes Peak est aujourd'hui la 3e course automobile officielle la plus ancienne aux États-Unis, après la course de côte du mont Washington, créée en 1904, et les 500 miles d'Indianapolis, créée en 1911. La course du Pikes Peak a un tracé de 19,93 km et compte 156 virages. Le départ s'effectue sur une altitude de 2865 mètres et la grille d'arrivée se situe 1440 mètres plus haut, à 4304 mètres d'altitude. D'où son nom, la course dans les nuages. Oui, malheureusement, on a déjà eu quelques petits accidents, pas trop graves. Le plus important a été le tonneau. On a fait un tonneau en 2005 au mototour et mon équipière s'est cassé le coccyx. Mais elle a été hyper courageuse et on a continué la course pendant 5 jours comme ça et on a fini 2e de cette course. Oui, comme dans tout sport mécanique, il nous est arrivé d'avoir quelques accidents ou sorties de route, mais jamais très graves. Mais parfois on ne peut pas tout prévoir, comme par exemple au rallye de Tunisie en 2011, où un accident improbable va arriver à la moto. De l'eau, vite.
les caméras, pour tirer le matériel. Putain, il est foutu. Ah, mais je l'ai pas vu l'arrivée. Je m'en ai pas vu. Putain, je l'ai pas vu. Fort heureusement, leurs efforts ont payé, et c'est finalement avec de la terre qu'ils arriveront à éteindre le feu. Et ce n'est pas ça qui les a découragés pour autant, puisqu'ils continueront à participer à d'autres courses. Alors on a gagné le Pikes Peak en 2008, pour notre première fois. C'était assez fantastique parce que les Américains ne s'attendaient pas du tout à voir un sidecar européen tel que le nôtre arriver. À l'époque, la course se faisait sur terre. Donc eux, ils roulaient principalement avec du matériel de motocross à la base. Et quand ils nous ont vu arriver, ils étaient vraiment très très étonnés. Par contre, quand ils ont vu nos résultats, là aussi ils étaient très très étonnés. Ils ne pensaient pas du tout qu'on allait gagner. Donc ça, c'est vraiment notre gros souvenir. Alors, notre gros projet pour 2016, c'est de retourner tout simplement au Pikes Peak. Pour la raison principale, c'est que c'est le 100e anniversaire. J'ai proposé à Bruno de revoir les images de sa course lors du Pikes Peak 2013. Alors ça, c'est le deuxième Pikes Peak auquel on a participé. C'était en 2013. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette course avec mon fils, Jérémy. Là, c'est la ligne de départ. Avec un départ à l'américaine au drapeau. Et allez, c'est parti. Pour 20 km, 156 virages. Le départ est à 2900 mètres d'altitude, plus haut que la plus haute route d'Europe. Et l'arrivée à 4300 mètres. Alors, la partie basse, ça va très très vite, c'est comme un circuit. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. On voit bien le travail de la roue avant, qui bouge beaucoup. Là on voit la tête de mon fils qui penche dans les virages à droite. Voilà, un peu d'herbe. Ça glisse beaucoup, il fait très chaud, le goudron je crois était à 50 degrés. Il faisait 35 degrés extérieurement. Là on arrive à un virage à gauche, c'est le premier virage à gauche très serré. Aux essais on avait failli sortir, on a loupé ce virage. Et là on est dans une des parties les plus rapides de la partie basse. Ah, c'est impressionnant de revoir ces images 2 ans après. On voit bien les nombreux spectateurs. Alors maintenant le Pikes Peak est entièrement goudronné. En 2008 cette partie là elle était en terre. Il n'y avait que le départ qui était goudronné. Ah, c'est vraiment spectaculaire. Ah, là on arrive à Glen Cove. C'est un passage à 3500 mètres d'altitude. Là on va attaquer une partie qui est très très raide. Et d'ailleurs je vais mettre en route le refroidissement des radiateurs. J'ai un système d'arrosage qui envoie de l'eau sous pression sous les radiateurs. Parce que cette partie là, le moteur chauffe énormément. On voit les gouttelettes d'eau qui commencent à couler des radiateurs. Et donc pour améliorer le refroidissement dû au manque d'oxygène, j'envoie de l'eau sur les radiateurs. Oula, grosse glissade, contre-braquage. On voit la raideur de la route là, à l'inclinaison des arbres, c'est impressionnant. Par endroits c'est à 13%. C'est comme un mur, c'est impressionnant. Et là voilà, on est sorti de la forêt, on arrive dans la partie désertique, il n'y a que du rocher, c'est vraiment très très minéral comme paysage. On voit que le bleu du ciel, le vide et les rochers. L'approche de la neige, on la voit bien, c'est des neiges c'est des neiges éternelles en fait qui restent tout le temps, même l'été. On voit bien le casque de Jérémy qui effleure la route. D'ailleurs les Américains l'avaient appelé Crazy Jérémy, Jérémy le fou.
Voilà pourquoi on l'appelle la course vers les nuages. Parce qu'au bout d'un moment, on roule au-dessus des nuages. Donc là maintenant, on attaque une partie beaucoup plus plate et même par endroits, c'est des descentes, il y a 2 descentes. Donc avec des vitesses assez élevées, en sidecar, on a pris à peu près 180 km/h par endroit. Là, on va attaquer une partie où la route est très très abîmée. Parce que l'hiver, il fait tellement froid, il y a tellement de neige que le sol travaille. Et il y a beaucoup de trous et de bosses en fait. Et le sidecar est vraiment très très secoué. Et le virage de l'arrivée. Avec le flagman qui nous attend. Et voilà, c'est fini. Beaucoup d'émotions à voir dans ces images. Et voilà, on a fait le 4e temps des sidecars, ce qui était pas mal vu l'environnement goudronné par rapport à la terre en 2008. On va pas dire sympathique, mais rigolote. Une fois un rallye en pleine nuit, à un contrôle horaire, j'ai oublié mon équipière. En fait, j'ai cru qu'elle était remontée, une fois qu'elle avait pointé, j'ai cru qu'elle était remontée dans le sidecar, et en fait non. Et c'est au bout de 1 ou 2 km dans des virages, je me suis dit tiens c'est bizarre, le sidecar il a un drôle de comportement. Et c'est là que je me suis aperçu qu'elle n'était pas là. Donc j'ai fait demi-tour, je suis retourné la chercher. Je ne pas vraiment de mauvaises anecdotes. Il y a toujours eu des hauts et des bas, bien sûr, comme dans toute compétition. On a eu des moments galères, des moments techniques, des pannes, des choses comme ça qui sont toujours galères. Mais le fait d'être aussi à 2, ça aide beaucoup parce qu'il y en a toujours un pour remonter le moral à l'autre. Et ça aide à passer ces mauvais moments. Et en fait, on a toujours été au bout, au maximum de ce qu'on pouvait. On a toujours essayé de finir nos courses, même dans les galères. Et c'est ça aussi le grand plaisir de la compétition. Oh, c'est beaucoup de sensations, c'est difficile à exprimer, c'est des grosses montées d'adrénaline, beaucoup de plaisir. En fait, pendant la compétition en elle-même, on n'y pense pas vraiment. C'est dès qu'on a passé la ligne d'arrivée. Là, il y a un relâchement et là, on ressent ce qui s'est passé, on ressent les moments forts, et ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. On analyse tout de suite, en quelques secondes, on analyse tout de suite. C'est ça le vrai plaisir. Mais pendant la course en elle-même, on n'a pas le temps d'y penser, on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on n'y pense pas. Moi je dis toujours, il faut commencer par le rallye. Ça coûte pas très cher par rapport au circuit. Ça donne beaucoup de plaisir. C'est une grosse famille, il y a beaucoup d'entraide. Donc pour les débutants c'est l'idéal parce que les anciens aident les nouveaux. C'est vraiment, je pense, la catégorie moto actuellement qui est ouverte à tout le monde. En plus on peut faire une compétition avec sa moto de tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir une moto de compétition. D'ailleurs certains pilotes viennent par la route avec la tente, le duvet et ils font leur course et ils repartent après par la route. Donc je pense que c'est vraiment le sport motocycliste le plus adapté à un débutant. Ah bah mon sport préféré, oui, c'est le rallye. Le circuit j'en ai fait, mais j'avoue franchement que j'ai jamais pris autant de plaisir qu'en rallye. Alors vivre de ma passion, ça a toujours été un rêve depuis que je suis gamin. Malheureusement, il faut être réaliste, c'est de plus en plus dur, surtout dans le milieu de la moto. Donc voilà, je vis pas de ma passion, mais je vis une passion. On ne vit pas de sa passion, mais on vit sa passion. C'est la phrase qu'on le retiendra de Bruno Marlin, éternel passionné par les courses et qui continuera à nous faire rêver, à porter son nom au-delà des montagnes et à continuer à rouler toujours et encore.